Mesdames, Messieurs, chers internautes, fidèles de Zoom IT News, bonsoir. Voici les faits marquants de l'actualité de la semaine. Les jours passent, mais aucune issue ne semble être proche dans le dossier des 7 religieux enlevés le 11 avril dernier en compagnie de 3 autres personnes par des membres du gang des 400 Marozo. Les ravisseurs, qui généralement entrent en contact avec les proches des victimes, ont très peu communiqué et ont même coupé les ponts avec eux depuis la libération de la mère du père Jean-Anel Joseph dans la soirée du mercredi 14 avril, a fait savoir le père Marc-Henri Siméon. Le chargé de communication de l'archevêché de Port-au-Prince affirme que le clergé, les familles et proches des victimes sont très inquiets quant à une possible dégradation de l'état de santé des otages. Il évoque notamment les cas des pères Evans Joseph et Joël Thomas qui sont diabétiques, du père Michel Briand qui porte un dispositif dermique qu'il doit changer quotidiennement, ainsi que des 2 religieuses qui sont un peu âgées. Le père Marc-Henri Siméon dénonce par ailleurs des individus mal intentionnés qui utilisent le dossier du raptant des religieux pour soutirer de l'argent à la population au nom de l'Église catholique. Les principales associations de magistrats annoncent une trêve à partir de ce mardi dans le cadre de leur mouvement de grève visant à exiger le respect de la Constitution par le président Jovenel Moïse. Une décision prise suite à la réintégration du greffier Christophe L'Espérance à son poste et en attendant que la Cour supérieure des comptes planche sur l'action exercée par la juge Wendell Coctello contre la mesure relative à sa mise à la retraite par le chef de l'exécutif. Dans une note publiée ce matin, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire avait annoncé la levée de la grève à partir d'aujourd'hui. Il faut dire que les juges de la Cour de cassation ont décidé de ne pas recevoir la prestation de serment des 3 juges irrégulièrement nommés par l'exécutif en attendant la décision de la Cour des comptes. Maître Jean-Hilaire Morin est le président de l'ANAMA. Nous autres, des différentes associations de magistrats, on est en train de discuter pour voir est-ce qu'il y a moyen que nous observions en trêve dans l'arrêt de travail illimité que nous avons gagné par rapport à position et décision que l'exécutif là prend lorsque il dévoyé à la retraite 3 magistrats de la Cour de cassation lorsqu'il est nommé 3 autres dans la Cour de cassation sans qu'elle pas tenir compte de la Constitution et des lois de la République. Nous apprenons que la Cour de cassation lui-même, bon côté pas le faire en Assemblée générale des juges, côté déclaré, pas recevoir prestation de serment des nouveaux magistrats nommés à la Cour de cassation irrégulièrement par l'exécutif. Et deuxièmement, nous avons sous les yeux une lettre côté que réintégrer M. Christophe L'Espérance, mais transféré au tribunal du travail. Fort de tout cela, nous sommes en train de discuter, de voir est-ce qu'il y a moyen d'observer une trêve, pour nous capables adresser différents dossiers qui pendant dans les différentes juridictions, parce que l'empire monde qui est en prison, nous voulons en sorte que nous avons la possibilité pour paraître devant la justice, nous penser, nous discuter pour nous est-ce qu'il y a moyen d'observer la trêve. Une trêve, c'est pas la levée de la grève, mais la levée de la grève sera lorsque toutes nos revendications seront pleinement satisfaites. Mais entre-temps, il y a possibilité que nous gagnions en trêve et que nous sommes capables d'observer pour permettre que nous paraître devant le juge. L'Office national d'identification livrera autant de cartes nécessaires à la réalisation du référendum constitutionnel dans le pays le 27 juin prochain. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'ONI lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. 3 200 000 cartes sur plus de 4 430 000 ont été distribuées et 1 million sont en attente d'être récupérées, informe Jude Jacques Elibert. Rockefeller Vincent lance un appel aux employés de l'ONI qui réclament de l'argent aux demandeurs, soulignant qu'ils encouragent l'autre sanction. Reportage Emmanuel Mérina. Le pouvoir en place n'entend pas faire machine arrière dans son projet de doter le pays d'une nouvelle constitution. Il fait fi des critiques provenant de son propre camp et de la société civile en avançant vers la tenue du référendum du 27 juin prochain. C'est en ce sens que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a organisé ce lundi cette visite d'inspection à l'Office national d'identification. Moi là, je dis, dans le cadre de feuille de route, que le président de la République là-bas, sont capables d'assurer suivi
dans le dossier Baptiste à carte d'identification nationale. Le ministre en a profité pour saluer l'initiative du président de la République de doter le peuple haïtien de la nouvelle carte d'identité dans un délai raisonnable. C'est grâce à cette démarche que plus d'1 million d'actes de naissance ont été livrés à des paysans issus de tous les coins du pays durant ces derniers mois, précise le garde des Sceaux de la République. Il a souligné que ce document d'identité est nécessaire à tout un chacun désirant d'avoir une carte d'identification nationale. Plus passé 1 263 650 000 cartes enregistrées au niveau de même chiffre ça que c'est 1 263 650 baptistères qui enregistrés, qui délivrés. Le directeur général de l'Office national d'identification, Jude Jacques Elibert, informe pour sa part que des dispositions sont en train d'être prises au niveau de l'institution en vue de livrer des cartes d'identification nationale aux citoyens dans la perspective du référendum constitutionnel. Dans le cadre de cette démarche, plus de 3 millions de cartes ont été distribuées sur les 4 millions enregistrés, révèle Jude Jacques Elibert. Jusqu'à date matin, nous regardons le rapport là, il y a 4 430 720 enregistrements qui sont faits dans le territoire là. Donc, ma première ministre pour assistance avec Baptiste qui permet nous à enregistrer plus toujours parce que le facteur premier c'est pour gagner un acte de naissance. Donc, c'est ça qui permet nous à avancer beaucoup mieux. Nous gagnons 3 millions environ. Plus de 3 200 000 cartes qui sont déjà distribuées. Donc, sur tout territoire là, dans toute commune, avec mobile que nous faisons, nous avons toujours des cartes que tant de citoyens viennent chercher pour nous capables de remettre les cartes. Le numéro 1 de l'ONU invite les citoyens à récupérer leurs cartes au niveau des bureaux où ils se sont rendus au préalable pour le faire. Il estime cependant que le nombre de cartes en attente d'être récupérées constitue un handicap dans le processus de livraison à travers le pays. Quand vous êtes dans le quand vous avez tant de monde qui viennent chercher, pas coûter aucun monde qui demande 5 gouttes, 50 gouttes, 250 gouttes, quel que soit ça au monde là, ça nous fait gratis, pas rien au ni fait que nous charger pour lui. Donc quand vous êtes dans le centre, allez demander à la population pour aller demander pour 4 par là, et puis si vous avez des difficultés, pas oublier nous avons 88 22 qui peuvent aider nous, et puis nous avons toujours informé la population tout. La réalisation du référendum constitutionnel prévu le 27 juin prochain dans le pays suscite justement un ensemble de réactions défavorables au niveau de la société. Certains observateurs estiment que le climat sécuritaire n'y est pas propice. Le président de la République, de plus en plus décrié et contesté, sera-t-il en mesure d'améliorer la situation avant la tenue de l'événement? Seul l'avenir nous le dira. Emmanuel Mirena depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoom Haïti News. Ouverture ce lundi à l'hôtel Le Plaza d'un atelier de réflexion de 2 jours autour du thème Projection sur l'Haïti de demain. Une initiative du Centre d'éducation et d'intervention sociale de concert avec le Centre Carl Lévesque organisé en prélude à la conférence nationale selon les organisateurs. Compte rendu Diego Charles. Cet atelier de 2 jours qui réunit différents acteurs sociopolitiques vise à produire des réflexions autour des principaux problèmes auxquels fait face le pays. Il s'agit de jeter les bases de la conférence nationale consignée dans l'agenda de la transition d'après Jovenel Moïse, prônée par l'opposition depuis environ 3 ans. Selon le coordonnateur général du Centre d'éducation et d'intervention sociale, le professeur Antoine Augustin. Rencontre ça, c'est permettre acteurs sociaux et politiques brasser l'idée pour dire comment qui ça fait de problème pays. Si on plaint, nous plaignons trop. Je dis c'est lever, debout et marcher. Donc objectif ça, c'est permettre acteurs sociaux et politiques créer préconditions pour aller vers la conférence nationale. Nous n'avons pas de légitimité nous-mêmes pour faire conférence nationale. Nous sommes capables de nous faire déjà. 3 grandes thématiques en rapport avec le thème central, projection sur l'Haïti de demain, seront débattues par les principaux intervenants au cours de ces 2 journées de réflexion, fait savoir le professeur Augustin. 3 thèmes qui organisent le débat, l'État et la société.
Il y a un deuxième thème, la question de la nouvelle économie, il faut faire l'autre économie. Parce que l'économie, ça qui est là, nous nous vivons plus pauvres. Et puis nous avons des grands thèmes, culture, identité nationale et mémoire populaire. Il faut qu'on travaille de réappropriation de la mémoire populaire. Nous pas passéistes. N'a pas répété le passé, non. N'a approprié le passé, à crier, ouais, ça qui est bon là-dedans, pour aller de l'avant. Au terme de ces 2 journées de réflexion, les organisateurs prévoient la production d'une banque de ressources nécessaires à l'organisation de la conférence nationale, informe Antoine Augustin. Le sociologue précise que 2 experts ont été désignés à cet effet. Cela fait déjà 10 jours depuis que les 7 religieux et 2 laïcs engagés sont retenus en otage par les membres du gang des 4 rues Samaozo. Cette situation inquiète de plus en plus les responsables de l'Église catholique qui continuent d'exprimer leur amertume. Pour tenter d'obtenir la libération des otages, la conférence épiscopale d'Haïti annonce la fermeture pendant les 3 prochains jours des universités et écoles catholiques, presbytérales, congréganistes et d'autres institutions, à l'exception des hôpitaux et centres de santé catholiques. Il est prévu également des messes durant les 2 premiers jours, demain et jeudi, alors que vendredi midi, les cloches résonneront dans les différentes églises catholiques du pays. Une vive tension régnait à ce mardi dans le quartier de Martissan, où des tirs nourris ont été entendus au moment où la police tentait d'installer des barrages à l'entrée des rues menant à Grand Ravine, l'un des principaux lieux de séquestration des otages. Le réseau national des plaignants de Petro-Caribé annonce que le dossier de Petro-Caribé suit son cours et se trouve par devant la Cour de cassation. Le réseau dénonce cependant la fédération des gangs alliés du pouvoir qui empêche les militants de revendiquer leurs droits afin de parvenir à un procès. Procès qui passera par le départ du président de facto Jovenel Moïse du pouvoir, selon maître Marc-Antoine Maisonneuve. C'est bien compté et mal calculé. Dossier Petro-Caribé a fait chimel. Malgré nomination qui est faite dans différentes instances, nomination faite dans le niveau cabinet d'instruction tribunal première instance et Port-au-Prince pour canaliser le dossier l'ensemble dilapidateur, nomination qui est faite et au niveau des cours d'appel dans différents départements pays, nomination qui est faite dans le cours de cassation. Alors précisément, quand il a été nommé après publication première tranche rapport, René Sylvestre, qui peut aider l'en canaliser dossier Petro-Caribé dans sens. Mais malgré tout, il faut nous dire que dossier Petro-Caribé continue à faire chimel. Les rapports sont là. Les avocats sont devenus beaucoup plus vigilants. Les citoyens et citoyennes qui se sont engagés d'aller porter plainte par devant l'instance. Maître André Michel souligne pour sa part que l'organisation du procès Petro-Caribé sera un procès historique et symbolique. Cela permettra de mettre fin à la corruption et de jeter les bases de la construction de la nouvelle Haïti. Moi, j'ai fait un exercice avec des ingénieurs qui montraient quelle quantité de travail nous sommes capables de faire avec l'agent Petro-Caribé au volet, qui c'est plus que 4,2 milliards américains. Nous sommes capables de construire 10 grosses universités, tant que l'université Limonade là, dans le pays, avec nous. Nous sommes capables de construire 100 lycées à travers le pays, sans difficulté. Nous sommes capables de construire 2 gros aéroports, tant que l'aéroport Miami, l'aéroport New York, nous sommes capables de construire 500 km de route, ça veut dire route dans la Grand'Anse, route dans le nord-ouest, route dans le sud-est, route dans la Tibonite, route dans le nord avec l'agent Petro-Caribé. Ça veut dire, les gens qui volent comme Petro-Caribé, ils font payer mal, ils font payer une grosse méchanceté, et une façon pour nous suspendre avec question corruption, ça. Question l'argent de l'État, c'est l'argent, c'est choix le pas pour faire sauver la donne, il faut faire le procès Petro-Caribé. Si ce n'est pas nous qui te porter plainte, le procès ça a été fini déjà. Pas t'as bien dossier Petro-Caribé encore. Que t'as bien fait compte mal taillé avec Ramon Sidaximé. Que t'as bien jugé tout le monde. Procès a fini.
c'est un dossier important. Nous pas capables de quitter le dossier ça crasé, nous pas capable de quitter le dossier ça tomber. Et je suis capable de dire, moi j'ai information. Yo offri moun qui porte plainte l'argent pour yo al canoter pour yo retirer plainte pour yo ka craser dossier a. Yo pas marché parce que yo gen condition. Nous même avocats, yo relé nous offrir l'argent, offrir millions pour nous parler avec moun qui porte plainte yo capable quitter dossier à tomber. Nous dit dossier ça pas pour nous. Le dossier Petro-Caribé est le dossier de la nation haïtienne. Ça veut dire c'est tout peuple là qui doit mobiliser, qui doit engager pour nous capables de réussir pour ces Petro-Caribé. L'association syndicat ouvrier textile ak habillement bataille ouvrier annonce une grande journée de mobilisation le 1er mai prochain pour exiger le respect des droits des travailleurs et dénoncer le plan de Jovenel Moïse de restaurer la dictature dans le pays. Reportage Pierre Philor Saint-Fleur et Claudie Bartol. 35 ans après la chute du régime dictatorial des Duvalier, le Sotabo dit constater que Jovenel Moïse multiplie les actions pour remettre le pays sous la dictature en officialisant les gangs armés, en persécutant les dirigeants des organisations syndicales. C'est ainsi que ces syndicalistes du textile veulent s'impliquer dans la bataille consistant à dénoncer et rejeter le projet de Jovenel Moïse voulant changer la constitution à travers un référendum illégal et unilatéral programmé le 27 juin prochain. Le syndicaliste Télémac Pierre s'en explique. Là, nous considérons, journée aujourd'hui, à 35 années après, régime dictateur Duvalier, gouvernement de facto PHTK a rentré dans la répression pour craser syndicats combatifs, tant que ça a fait avec dirigeants SPNA 17. L'équipe PHTK a travaillé pour changer la constitution 27 là, pour blanchir tête de toute gagotte. Corruption, vol, crime, régime n'a fait pour la justice pas mettre code dans puis devant. Comme un appel à la rébellion, le syndicaliste sonne le glas de la mobilisation afin de dire non au kidnapping, à la corruption et du coup exiger la fin du système caractérisé par Jovenel Moïse, dont le mandat est arrivé à terme le 7 février dernier, relate-t-il. Insécurité, kidnapping et massacre dans divers quartiers populaires et puis gang armé qui a gangréné dans le pays pendant le mandat Jovenel Moïse fini, d'ignorer toute qualité de mobilisation qui fait pour la pied, il y a 3 mois, qui est parlé en otage. C'est peut-être ça nous-mêmes dans ce bataille ouvrier, nous tout ouvrier doit affirmer position sous conjoncture politique là. Pendant la organisée, nous dans la bataille pour nous joindre une satisfaction à la revendication de nous. La bataille des syndicalistes ne doit pas être résumée à une simple question d'augmentation du salaire minimum et l'obtention des avantages sociaux pour les ouvriers, fait remarquer la coordonnatrice du syndicat, Roselyne Labranche. Elle croit que la bataille doit prendre en compte les revendications de la population qui exigent la fin de la persécution syndicale, la fin du système caractérisé par l'exclusion des masses populaires, la fin de la répression des mouvements revendicatifs, entre autres. Nous n'avons pas bataille pour le système pesé sous écrasé Zokaba. Et on voit des dérive pour nous en à garder le salaire minimum qui pour ajuster seulement. Revendication nous prend une pigonnette. Nous devons nos responsabilités nous en grand monde. Combat dans l'autre niveau aujourd'hui. Nous pas dans le système pour dire encore. Nous, il joli démontrer nous, c'est résistance qui seule option, les répression et violation de droits démocratiques nous. Nous avons demandé aux organisations de travailler, l'autre secteur en cours, enseignants, employés l'État, travailler l'autre industrie et commerce, travailler le secteur informel et la trier. On ramasse force nous pour nous rencontrer dans une bataille, pour faire respecter les droits démocratique peuple la terraché en bas gros gourmet contre le régime dictatif Duvalier. On mobilise pour nous organiser le 1er mai conséquent en cours syndicaliste 63 qui partent dans ces collés contre le régime dictatorial grand aide qui contrôle l'économie avec l'État pays.
face à la dictature qui se profile dans le pays avec les nombreux projets du président contesté de la République et face à la gourmandise des nantis du secteur privé des affaires qui avait contrôlé et qui contrôle encore l'économie nationale au détriment des couches défavorisées de la société, il faut une nouvelle lutte syndicale afin de faire respecter les droits démocratiques arrachés du régime dictatorial des Duvalier, à l'instar des syndicalistes de 1963. Les initiateurs appellent à la participation de toutes les couches de la société. Le rendez-vous est fixé pour le 1er mai prochain pour ce début de la mobilisation syndicale à l'occasion de la Journée internationale du travail et de l'agriculture. Ici Pierre Philor Saint-Fleur et Claudie Bartol à Port-au-Prince. Zoom Haïti News. Plusieurs enlèvements ont été recensés depuis hier à la capitale. Les derniers cas en date sont ceux de Bernard Rampi, directeur de garage de la Mercedes, et sa secrétaire qui ont été kidnappés cet après-midi au centre-ville. Des employés de la Cour supérieure des comptes ont organisé ce mercredi un mouvement de protestation devant les locaux de l'institution au centre-ville en vue d'exiger la libération de leurs deux collègues Jean-Paul Normalis et Mimose Benoît, enlevés hier à Martissan. À l'appel de la conférence des évêques d'Haïti, les universités et écoles catholiques, presbytérales et congréganistes de la région métropolitaine de Port-au-Prince ont fermé leurs portes aujourd'hui pour exiger que les 9 religieux et laïcs engagés, retenus en otage depuis 11 jours par les membres du gang des 400 Maozo, soient relâchés. Des messes ont été également célébrées dans plusieurs églises. C'est le cas par exemple à l'église du Sacré-Cœur de Turgeau. Il s'agit de la première des 3 journées de protestation annoncées par les responsables de l'Église catholique. Une manifestation a eu lieu ce mercredi à Port-au-Prince et a réuni des militants proches de l'opposition politique. Ces manifestants ont effectué comme prévu plusieurs tours du Palais national et ont dénoncé notamment l'insécurité et la présence de Jovenel Moïse au pouvoir. Claudie Bartol, Rodney Mable et Pierre Philor Saint-Fleur étaient dans les rues. Suivez ce reportage. Pour une 3e fois, des militants membres de plusieurs organisations sociales et politiques de l'opposition ont effectué à 7 reprises le tour du Palais national ce mercredi. L'objectif consiste à contraindre Jovenel Moïse à plier bagage après l'expiration de son mandat constitutionnel le 7 février dernier, disent-ils. Réunis sur la place de la Constitution au Champ de Mars, les initiateurs de ce mouvement ont tout d'abord insisté sur la portée spirituelle de leurs actions. Abel Loreston et Edzer Jean-Louis, membres de l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, s'en expliquent. Nous dit que c'est tout ça, très significatif, son bagage spirituel, mystique lié, parce que le ciel qui est en bas nous résultat déjà. Lorsque sous 4e tour, dans 2e phase là, et bien nous le soleil là, est couronné avec l'arc-en-ciel qui c'est 7 couleurs. Bon Dieu t'a utilisé Noé pour le dégontilage. Je dis à nous-mêmes qui est tant que sacrificateurs, qui mettez nous au service de la population, qui mettez nous directement, nous disons population, ralentit souffle. C'est ça que fait nous accompagner l'âge ça, qui c'est l'âge de Noé. Je dis à tout le monde qui est place sous dans l'âge ça. Je dis à sous c'est Satan qui est Jovenel Moïse ou pas dans l'âge ça. Par ce geste, nous voulons dire non à la dictature, à la corruption et au népotisme, mais aussi et surtout non à l'insécurité d'État caractérisée notamment par le kidnapping, disent-ils. Je dis à là encore, nous venons faire 7 tours par le national pour nous demander départ à Jovenel Moïse. Nous venons faire 7 tours par le national parce que nous ne sommes pas d'accord avec le phénomène kidnapping qu'a fait dans le pays. Nous disons non à kidnapping d'État ça, non à l'insécurité programmée ça, non avec disparition sommet qu'a fait dans le pays. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables encore avec kidnapping, nous ne sommes pas capables encore avec insécurité, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas capables encore avec grand goût chômage qui voulait tuer tout le peuple haïtien chaque jour. Aujourd'hui, nous dit rester Jovenel Moïse là dans le palais national, nous dit c'est viol, c'est kidnapping, c'est insécurité, c'est disparition sommaire. Parce que je dis ça qu'a fait dans le pays là, personne ne va épargner.
Les protestataires ont voulu également dénoncer et rejeter le projet de Jovenel Moïse de changer la Constitution à travers un référendum unilatéral et illégal programmé le 27 juin prochain. Sur ce point, les militants sont sans équivoque. Pas question de laisser le champ libre à Jovenel Moïse de se renouveler au pouvoir malgré ses nombreux dérives. Jovenel Moïse voulait aller à l'élection malgré le pouvoir. Nous ne pouvons pas voter la Saline, nous ne pouvons pas voter Delmadé, nous ne pouvons pas voter Delmasis, nous ne pouvons pas voter Gravine. Nous ne pouvons pas aller au référendum. Jovenel Moïse veut mener le référendum. Nous passons pour 100 populations en cap coulé. Donc, c'est peut-être ça, je dis, dans cette loi-là, nous motiver dans cette loi, quel que soit jeune, tirer balle, tirer gaz, c'est tout. Aucun dialogue n'est possible avec Jovenel Moïse, qui se comporte en dictateur pour avoir officialisé les gangs armés, massacré les habitants dans des quartiers populaires, notamment ceux de la Saline, du Bel-Air, qu'il veut contrôler exclusivement à des fins politiciennes et électoralistes. Jovenel Moïse, c'est un criminel qui passe sans population haïtienne. Non. Nous voyons qui gens ça passé Cité Soleil, et Grand Ravine, Bel-Air. Tout ça, c'est Jovenel Moïse qui est ensemble de massacres. Jovenel Moïse divise la société. Une épée Damoclès qui paraît tout nous là que c'est Jovenel Moïse à gang fédéral. Côté nègre depuis le Jovenel 27 février, mandat fini. Côté le bail nègre, licence, gang Genève, licence pour marcher faire kidnapper, si malheureux dans la classe plus bas, plus pauvre là. Pour faire oublier le 7 février, pour faire peuple oublier de l'argent au Caribéa. Signalons que la grande partie de cette manifestation s'est déroulée sans incident majeur, en dépit des barricades de pneus enflammés et de pierres érigées à quelques points du parcours de la manifestation. Ici Pierre Filor-Saint-Fleur, Claudie Bartol et Rodney Aimable à Port-au-Prince, Zoom Haïti News. Le projet de la nouvelle constitution a été largement débattu lors d'une conférence débat organisée ce mercredi à l'hôtel Montana autour du thème « La problématique des changements constitutionnels en Haïti ». Une initiative de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, supportée par Avocats sans frontières, qui vise à continuer d'alimenter les discussions sur le processus d'amendement de la Constitution engagé par le pouvoir en place. Un processus qualifié d'illégal par les intervenants à cette activité. Diego Charles nous en dit plus. Le président Jovenel Moïse est à côté de la plaque dans le cadre de son projet de doter le pays d'une nouvelle constitution par voie référendaire, selon les intervenants à cette conférence débat. La constitutionnaliste Myrland Maniga explique qu'en aucun cas, un référendum ne peut servir de moyen pour préparer une constitution. L'exercice étant bien trop complexe et ne permettra pas de prendre en compte la volonté populaire. Un référendum ne peut pas servir pour préparer une constitution. On ne peut pas organiser un référendum sur un texte complet. Le référendum, c'est mot par mot. C'est absolument impossible, c'est inimaginable et ce n'est pas logique. Et c'est contraire d'ailleurs à l'idée qui sous-tend l'initiative, à savoir privilégier la parole du peuple. La professeure Maniga explique aussi qu'on ne peut pas procéder comme pour une élection dans le cadre d'un référendum. Un référendum n'est pas une élection. Un référendum, c'est la demande adressée à la population d'approuver ou de récuser une décision prise par le pouvoir exécutif. Ce n'est pas voter un texte globalement, car ceci n'est pas techniquement possible et ce n'est pas juridiquement acceptable. Sur le plan juridique, justement, un autre intervenant, Maître Bernard Gousse, abonde dans le même sens. L'ex-ministre de la Justice explique que Jovenel Moïse n'a aucune autorité légale pour convoquer le référendum, estimant que son mandat a pris fin depuis le 7 février dernier. Pour que ce référendum ait lieu, il faut une autorité de convocation. L'autorité de convocation, c'est le président de la République, mais nous n'avons plus de président. Depuis le 7 février 2021, donc ceux qui occupent la présidence sont des occupants de fait. Donc leurs actes sont dépourvus de toute légalité. Cette conférence débat a été organisée dans le cadre de la commémoration du 34e anniversaire de la promulgation de la Constitution de 1987. Plusieurs représentants d'organisations de la société civile et membres de la Bazoche y ont pris part. Les intervenants ont chacun exprimé une pensée spéciale à l'endroit de l'ex-bâtonnier Montferrier d'Orval, assassiné le 28 août 2020 et dont la photo a été exposée dans la salle où se déroulait la conférence. Il n'y aura pas de référendum constitutionnel le 27 juin prochain, affirme péremptoirement Jean-Gabriel Fortuné, conseiller du président Jovenel Moïse.
Selon l'ex-sénateur du Sud, la grande majorité des membres de l'entourage du Palais national s'oppose au projet du président Jovenel Moïse visant à doter le pays d'une nouvelle constitution par voie référendaire. Pour Jean-Gabriel Fortuné, le pouvoir est en train de gaspiller les deniers publics dans un référendum qui n'aura pas lieu et du coup hypothéquer les chances d'organiser les élections avant le 7 février 2022. Écoutez l'ancien sénateur Jean-Gabriel Fortuné. De toute façon, nous bagaille comme ça, il n'est pas capable de faire avec seulement l'équipe du président. C'est vrai, nous faisons 2 ans chez Chigadissine de Cap Junior accord politique, nous pas ni et puis le projet a tombé, tout simplement. Parce qu'il n'y aura pas de référendum le 27 juin, même si le président ça, pas de référendum. Même dans l'entourage président, tout le monde n'est pas d'accord. Donc moi-même, donc PHTK, etc. Ça veut dire, pas de mobilisation pour le référendum. De notre côté. Mais maintenant, de façon plus large, sénateurs, députés, surtout sénateurs, qui en brèche pendant tout le pays, pendant ma parlé avant là, il a fait campagne pour sénateur. Alors qu'il garde sa constitution. Donc, il va faire campagne contre le référendum. Donc, on arrive dans l'opposition. La stratégie de l'opposition, tout le monde connaît. Il va le répéter. Depuis vendredi 25, par contre, tu vas arriver, fait la police cap mettre une émission, non? Depuis vendredi 25. Et puis le 27, ça va passer. Il y a des manifestations. Ça va anticiper pays loc? Non. Pour qui ça, pour qu'il y ait affrontement, pour question constitution. Un affrontement violent. Pour faire une dégaine pour ces cadavres du village du Dieu. Ça veut dire, d'ailleurs, les policiers encore mourir, d'ailleurs, les gens encore mourir, mais pour une bonne cause. Mais il faut éviter toute violence possible sur une question de toute façon, il ne peut pas aller nulle part. L'affaire qui complique les choses. Mais pour le président lui-même, pour qu'il soit président pour un chemin qui va hypothéquer la réalisation des élections. Parce que tant pour nous faire l'élection, c'est lui qui a passé dans un référendum qui n'est pas fait. Pas de référendum. Moi, je répète, pas de référendum. Alors que le référendum n'a pas un budget, il y a logistique, il y a ceci, cela. Mais l'argent, ça va faire l'autre part avec lui. Mais pas faire une constitution qu'on a fait, pas de débat fait. C'est l'autre pays nous voulait projeter par cette nouvelle constitution. Mais il faut impliquer, engager nation là-dedans. 2 mondes seulement n'en parlait qui d'accord avec le président sur le projet ça. Et 2 mondes ça, on ne connaît pas si c'est pas ignorance ou pas ceci, pas cela, mais effectivement, on est d'accord avec. Ça pour nous essayer de faire là. C'est pour chaque fois essayer de convaincre le président pour nous faire retrait sous question constitution, pour nous tenir ça avec moyens ça on a loué pour nous faire élection. Avant 7 février, monsieur, il faut que nous ayons un minimum d'État. Le dossier du kidnapping des religieux. 3 des 9 otages ont été libérés ce matin. Les 6 autres sont toujours retenus en otage, dont les 2 ressortissants français, confirme le père Gilbert Peltro de la Conférence haïtienne des religieux. Nous l'écoutons. Nous confirmons 3 personnes relâchées. 2 prêtres qui sont consacrés au lagué, mais même pas contre qui est exactement relâché. Normalement, ça au lagué, c'est supposé haïtienne, non? Les petits sœurs de l'intérêt. Sacré, c'est mon qui maladie, en général, qui était. Donc, c'est ça, nous gagnons comme information. C'est diabétique, c'est Père Michel qui a une plaque dans le ventre, et puis les sœurs, il y a 80 ans, elle est un peu plus épais. Normalement, nous engageons pour un processus total, complet, pour le groupe. Nous continuons à négocier actuellement, à continuer par cette négociation, dans cette lutte de crise là. C'est un processus. Nous essayons que, sous peu, donc, monsieur, dans l'humanité, il y a posé un geste en faveur de mon salon. On gagne par exemple, l'Église catholique, c'est beaucoup dit, c'est pas les instances, c'est pas THR, c'est pas CH en général, mais c'est l'une des crises là, qui est en Père Saint-Jacques, qui a dirigé, qui, qu'on entre en contact avec eux, ils ont relais, et puis en même temps, ils ont date de téléphone, ou même au relais. Au moins 2 cas de braquage ont été signalés ce jeudi au centre-ville. Parmi les victimes figure un homme qui revenait de la banque. Blessé par balle, ce dernier a été transporté d'urgence à l'hôpital alors que son véhicule immatriculé service de l'État a été endommagé par les bandits. Plusieurs autres occupants du véhicule ont eu le temps de s'enfuir. Parallèlement, le collectif des notaires d'Haïti annonce la fermeture des études notariales des 18 tribunaux de première instance ce vendredi en signant de protestation contre l'enlèvement du notaire Alex Demostène hier après-midi devant son bureau d'études à la rue des Casernes. Les responsables de l'Observatoire haïtien des crimes contre l'humanité OHCCH ont présenté ce jeudi un rapport sur les crimes contre l'humanité perpétrés en Haïti sous la présidence de Jovenel Moïse. Ce travail qui prend en compte les cas de massacre de la Saline, du Bel-Air et de Cité Soleil a été réalisé avec le support de la International Human Rights Clinic de la faculté de droit de l'université Harvard.
Les initiateurs révèlent que ces actes barbares ont été perpétrés pour des raisons politiques, compte rendu Diego Charles. Le rapport révèle que pas moins de 240 personnes ont été assassinées lors de ces actes qualifiés de crimes contre l'humanité par l'Observatoire haïtien des crimes contre l'humanité et la International Human Rights Clinic de la faculté de droit de l'université Harvard. Des centaines de maisons ont été vandalisées ou incendiées, alors que des organisations de défense des droits humains ont documenté au moins 25 cas de viol commis lors de ces 3 attaques. Maître Mario Joseph est l'un des porte-parole de l'OHCCH. Il y a 3 massacres que nous prenons, La Saline, Bel-Air et Cité Soleil. Nous analysons plus que 240 victimes qui mourent, gens qui déplacés et gens qui violés, filles et femmes, et gens qui disparaissent, pile caille qui boulent. Selon Maître Joseph, les enquêteurs ont pu établir que ces crimes contre l'humanité ont été commis pour des raisons politiques. Massacre sont faits pour des raisons politiques parce que c'est un monde qui est en passion politique. Famille Lavalas. Et en pile manifestation qu'on a fait, yo sorti dans zone ça yo, c'est là yo fait, j'aimerais qu'on appelle ça recette. Et mais gouvernement Jovenel là qui pas voulait moun faire manifestation, et mais yo massacre moun yo réduit yo en silence. Le défenseur des droits humains critique le fait que ces massacres aient été perpétrés sous le regard passif, voire complice des autorités policières. La police non seulement une complicité coupable. Si vous prenez La Saline par exemple, il y a un poste Saint-Joseph, il y a une circulation, gagner inspection générale là, gagner 6 mots qui tout près, eh bien, il va faire rien. Pendant 4 jours, il a terrorisé Mounio. La police pas fait rien. C'est même bagaille pour Bel-Air. Bel-Air c'est en face palais national. Rien pas fait. L'État porté secours à des gens qui sont en danger. Aussi, Maître Mario Joseph dénonce l'impunité qui entoure ces actes, faisant remarquer qu'aucune arrestation liée à ces dossiers n'a été effectuée à date. Il y a des gens dans l'État qui participaient dans différents massacres. Del Monchéry, du plan, c'est des gens qui étaient souterrés sur le lieu du crime. Avait dit, sinon prend Genève qui alimentait et nous expliquait, nous documentait en un rapport et qui joue moyens économiques, qui joue SAM, qui joue munitions et qui fait tout ça fait en toute impunité sans que la police pas intervenir. Et certaines fois, la police aide. Bon, même pas une personnalité. Maître Mario Joseph annonce que son organisation va porter le dossier par devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme afin que justice soit rendue aux victimes. La cérémonie de présentation de ce rapport s'est déroulée à l'hôtel Montana en présence notamment des représentants d'organisations membres de l'OHCCH et des personnalités de la société civile, dont les ex-bâtonniers de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Carlos Hercule et Gervais Charles, et du président de la Fédération des barreaux d'Haïti, Maître Jacques Létan. Le coordonnateur national du mouvement En Avant, Jerry Tardieu, dénonce les velléités du président de la République de doter le pays d'une nouvelle constitution à travers l'organisation d'un référendum. Ce référendum constitutionnel est techniquement impossible, méthodologiquement aberrant et politiquement suicidaire, déclare l'ancien député de Pétionville. Il invite les différents secteurs de la société à unir leurs forces pour contrecarrer ce projet dont l'objectif principal est d'accoucher une constitution qui, dit-il, favorisera un déséquilibre total au niveau des 3 pouvoirs de l'État. Reportage Emmanuel Mérina. L'ancien député de Pétionville à la 50e législature, Jerry Tardieu, qui présidait la commission spéciale de l'amendement constitutionnel de la Chambre basse, n'y va pas par 4 chemins pour dénoncer le caractère illégal et arbitraire de la démarche du président de la République visant à doter le pays d'une nouvelle constitution à travers l'organisation de référendums. Ce processus n'est ni inclusif ni participatif, dénonce l'ancien parlementaire, soulignant que la Constitution trace les procédures à suivre dans le cadre de son éventuel changement. Jodia, frère Maxime, Haïti, c'est un cadavre. Avec question nouveau Constitution, ça, dans gens voulez faire là, dans gens voulez imposer là, dans gens voulez fourrer dans gorgette nous. C'est pareil à pareil pour y enterrer net. Nous tous connaissons. Il y a 3 façons pour changer une constitution. Ou bien suivre sa constitution prévoit dans le texte, ou bien on a un consensus dans la société, société civile, force organisée, parti politique, même si ça a été fait au Chili il n'y a pas longtemps, ou bien c'est après une révolution, une guérilla, une la guerre, une dictature. Aucune des 3 conditions ne sont pas réunies pour justifier
une nouvelle constitution dans le sens que vous voulez passer le journée aujourd'hui. Nous connaissons sensibilité personnellement avec engagement pour question constitution. Moi pas arrêter en silence. Le président du mouvement En Avant juge anormal que le président décide de son propre gré de doter le pays d'une nouvelle constitution avec la complicité d'un petit groupe de personnes composant le Conseil constitutionnel. Aucune consultation n'a été entreprise par la commission chargée de rédiger la nouvelle constitution. Elle se contente seulement de dépenser l'argent des deniers publics qui pouvaient être investis dans des projets porteurs, fustige-t-il. Processus que Jovenel Moïse choisit, il n'est pas participatif, il n'est pas inclusif, il est illégal, il est illégitime, il n'est pas constitutionnel. Jovenel Moïse choisit pour contre lui 5 amis qui travaillent son texte avant projet constitutionnel sans ne pas jamais dire nous qui est-ce que vous consultez comme expert et comment vous arrivez à texte qui est longé par nous journée aujourd'hui. Ils n'ont pas représenté le secteur vie national. Là. Les nous les amoués, nous me disons comment ils ont validé le travail. Ils disent nous, pour une consultation. En après, plus pour un référendum. Nous tous connaissons le référendum inconstitutionnel. Et nous tous connaissons que CEP qui a réalisé le référendum, monté derrière de la loi. Il n'a pas assez monté devant pour cassation. Il a dépensé l'argent de l'État. Ça veut dire qu'il a dépensé presque plus que 10 millions de dollars pendant que les policiers nous pas touchés, les professeurs nous pas touchés, les infirmiers nous pas touchés, et nous avons besoin d'argent pour nous faire payer à vivre dans la dignité. Le projet de la nouvelle constitution de Jovenel Moïse est diamétralement opposé au projet d'amendement qui a été initié à la 50e législature, insiste Jerry Tardieu, qui avance à quelques points de différence. Le projet constitution Jovenel Moïse, là, fondamentalement différent des réformes que nous avons proposées avec 30 propositions d'amendement dans le Parlement. Philosophiquement, nous sommes en face l'autre. Il y a une qui est à l'est, l'autre là à l'ouest. Il y a une qui est dans le sud, l'autre là dans le nord. C'est des projets département complètement. Rapport commission Tardieu que nous avons présidé, il y a 3 préoccupations majeures que nous carrons les 3 R. Rééquilibrer les pouvoirs, responsabiliser le président et bien entendu restructurer l'État et les institutions. Les maps li nouvelle constitution que Jovenel Moïse besoin d'imposer pays. Moins plus que 282 articles ça yo. Puis faut là-dedans. Nous capables de dire que vous pouvez aller vers un 3D, déséquilibrer les pouvoirs, déresponsabiliser le président et déstructurer l'État. L'entrepreneur attire par ailleurs l'attention du public sur certains articles supprimés dans l'avant-projet de la constitution de l'équipe gouvernementale. Il s'agit entre autres des articles 41 et 41-1, lesquels relèvent de la philosophie de la Déclaration universelle des droits de l'homme, affirme-t-il. Pas entrer trop fond dans la constitution parce que sous processus avec forme dans le podium. Mais nous pensons que l'important pour nous bailler quelques détails sur ça nous qui fait nous élamouer pour nous dire attention gain danger, attention référendum ça kamenen dans l'obéi. Là n'a parlé de déséquilibre pouvoir yo. Ça veut dire que son constitution qui met tout pouvoir dans le président et tout le monde reste avec lui. Grand ensemble d'articles qui te kon garantit une série de droits fondamentaux que nous-mêmes, peuple haïtien, nous gagnons, ils ont retiré. Article 41 qui dit que ils ne pas permettre l'exil, ils ont retiré. Article 41.1 qui dit que les Haïtiens n'ont pas besoin de visa pour quitter le pays ou bien pour tourner, ils ont retiré. Ça, nous qui sommes jeunes, à faire recherche dans l'histoire pour nous connaître que sous Duvalier perd. Et pour tes partis, il faut besoin de visa, pour te tourner, il faut besoin de visa, et sur ton opposant, il faut non te monter par les nationaux. Pas grand dit, demain, ça va faire comme ça. Il a retiré l'article 7
avec article 7.1 qui parlait du culte de la personnalité. Nous connaissons qui risque ça gagne un président qui vient folie mégalomanie et puis dans comme d'adou tout lycée, toute l'école, tout aéroport, toute route pour des noms ou bien non famille. Jerry Tardieu dément les déclarations du président de la commission chargée de rédiger la nouvelle constitution, selon lesquelles ce document est bénéfique aux membres de la diaspora. Il croit le contraire et avance des argumentaires en ce sens. L'ancien président ça, moi sauté, moi saisi, l'aime tendre le dit que constitution Jovenel Moïse pour le permettre diaspora nous en voter. Zanmim Semak Frem dans diaspora k'ap gade m'la. M'ap gade nous dans yeux pour me dire nous pas gen aucune provision dans nouveau constitution ça k'ap permettre ou voter dans prochaine élection présidentielle. Il faut souligner que le 27 juin est la date retenue jusque-là pour l'organisation du référendum constitutionnel en Haïti. Emmanuel Mirena depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoom Haïti News. Enlevé mardi soir à Martissant, Normalis Paul et Mimos Benoît, 2 employés de la Cour supérieure des comptes, ont été libérés hier soir contre rançon, informe la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Dans une note, le conseil de la CSCCA en profite pour rappeler les autorités compétentes à prendre les dispositions nécessaires en vue d'instaurer un climat sécuritaire dans le pays. L'Église catholique a poursuivi ce vendredi ses mouvements de protestation en vue de forcer les ravisseurs à relâcher les otages. Des messes ont été célébrées alors que toutes les institutions catholiques ont fermé leurs portes pour le 3e jour consécutif. Concernant les otages qui sont au nombre de 6 actuellement, 3 d'entre eux ayant été libérés hier. Germine Joly, alias Yon-Yon, l'un des chefs de gang des 400 Maozo n'aurait pas été libéré, confirment plusieurs sources judiciaires et policières, démentant ainsi les rumeurs circulant en ce sens. L'une d'entre elles précise que le caïd a été extrait de sa cellule en début de semaine par la DCPJ pour être entendu, mais a été reconduit en prison. Les membres du gang des 400 Maozo auraient conditionné la libération des religieux à la relaxation de ce redoutable chef de gang. Les précisions avec Diego Charles. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre sur la toile. Nous parlons de la libération de l'un des chefs du gang des 400 Maozo, Germine Joly alias Yon-Yon, en échange de la remise en liberté des 9 religieux et laïcs engagés, enlevés le 11 avril dernier à Ganti par les membres de ce puissant gang. En effet, le caïd est toujours écroué au pénitencier national selon plusieurs sources judiciaires et policières. Cependant, l'une d'entre elles confirme que ce criminel a été extrait de sa cellule en début de semaine par des agents de la direction centrale de la police judiciaire en vue d'être auditionné dans le cadre du dossier des religieux. Il a été par la suite reconduit au pénitencier national. Ces rumeurs ont coïncidé avec la démission du juge et juge d'instruction Jean-Joubert Michel qui avait travaillé sur le dossier de Yon-Yon. Pourtant, cette démission n'est aucunement liée à cette affaire, ont confié plusieurs sources judiciaires à la rédaction de Zoom Haïti News. Le magistrat qui réside aux États-Unis depuis plusieurs années suite à une attaque armée contre sa famille à Delma a évoqué dans sa lettre datée du 21 avril des raisons de convenance personnelle. Son mandat qui avait expiré depuis plus de 5 ans n'a été renouvelé que récemment. Le magistrat Michel avait hérité du dossier de Yon-Yon transféré au tribunal correctionnel. Les faits reprochés à ce dernier étaient tellement graves que le magistrat avait requalifié les infractions et acheminé le dossier au cabinet d'instruction. En 2018, ce dangereux criminel allait écoper la perpétuité après être reconnu coupable d'enlèvement suivi de séquestration contre rançon, viol, vol à main armée, assassinat, détention illégale d'armes à feu et d'association de malfaiteurs au préjudice d'une vingtaine de personnes. Le juge de siège avait prononcé ce jugement le 23 mai 2018 à l'occasion des assises criminelles sans assistance de jury au palais de justice de la Croix-des-Bouquets. 8 autres individus ont été également condamnés aux travaux forcés à perpétuité dans le cadre de cette affaire. Il s'agit entre autres d'Evans Alcin ou Peterson Zephyr alias personnage ou agricole, Fito Charles, Rodrigo René Digofal ou Wilney,
Mackinson Doristan, alias Bostillou, et James Jean-Pierre. Ils ont tous été interdits de faire des transactions bancaires. Le tribunal criminel avait ordonné également la confiscation de leurs biens par l'État pour pouvoir servir de dédommagement aux victimes. Le dangereux criminel Germaine Joly alias Yon, qui était incarcéré à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, a été transféré au pénitencier national au lendemain de l'évasion spectaculaire des détenus à la Croix-des-Bouquets le 25 février dernier, selon l'une de nos sources. Plus de 400 détenus se sont fait la belle lors de ces événements troublants au cours desquels 32 personnes, dont 31 détenus, ont perdu la vie. 28 d'entre eux ont été tués le 25 février et les 4 autres le lendemain, 3 d'entre elles ayant succombé à leurs blessures à l'hôpital général, selon un rapport du RNDDH précisant que jusqu'au début du mois d'avril, 346 détenus étaient en cavale. L'une des sources dit ignorer si les autres condamnés dans l'affaire impliquant Yon figurent parmi ces fugitifs. Diego Charles, Zomaïti News à Port-au-Prince. Des militants proches du pouvoir ont réalisé ce vendredi un sit-in devant le bureau central du Fonds d'assistance économique et sociale à Delma 75. Ces derniers réclament la tête du directeur de l'institution, Charles-Ernest Chatelier. Il est accusé de détourner des stocks de nourriture et des fonds alloués par le gouvernement de Taïwan pour le fonctionnement des restaurants communautaires dans les quartiers populaires. Suivez ce reportage signé Emmanuel Mirena. Devant l'entrée principale du bureau du Fonds d'assistance économique et sociale sont entreposés au sol de chaudières vides en signe de l'absence d'approvisionnement dans les restaurants communautaires. Sadra Kizara, Kakal Ernst Chatelier doivent partir. Telle est la principale revendication de ce groupe militant, à la fois responsable de restaurants communautaires dans divers quartiers populaires de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ils accusent ces derniers de détourner des stocks de nourriture de fonds offerts par la République Chine-Taïwan, Bélange Lifet. 4 500 000 $ américains, Taïwan débat là, il ne peut pas passer comme ça parce qu'elle débat non restaurant communautaire. Revendication par l'autre bagaille. Il faut que Chatelier aille parce qu'elle détourne tout moyen qui est à la disposition pour restaurer au marché. 18 mois sans être rémunérés, des contrats d'approvisionnement non respectés pour David Vilsius, responsable de restaurant communautaire à Delma 60, c'est le comble. Il a fait signer 3 mois. Ça veut dire que c'est chaque 3 mois renouvelable. Là, yo ba nous 1 mois, yo fait 2 mois, yo ba nous, yo tout prendre. Yo kon di mais manger à nan faes, c'est problème l'huile qui gagne. Les pour yo ba manger a, manger fini. Les dirigeants du FAES indexés dans ce dossier de détournement ne sont pas les seuls à être pointés du doigt selon les militants qui estiment avoir lutté pour propulser au pouvoir le président Jovenel Moïse, tenant aussi pour responsable la première dame de la République, Martina Moïse, qui serait impliquée dans ce dossier. Là, nous parlons avec M. Sadrak. Il dit nous, c'est pas lui, parce que lui-même, lui son petit chef. Manger à qu'on en bas, c'est madame président qui va l'ordre pour encaisser pour lui, pour faire activité pâle. Nous dit Martine Moïse, ou son premier dame, mon pas président pays, ou seulement madame président, on citoyen. Et c'est nous qui, Goumen, qui fait 2022, qui fait Marie ou Kala. Ce mouvement de protestation annoncé depuis tantôt une semaine se poursuivra, précise David Vilsius. Nous te disons, nous te avertis que nous avons là jeudi, vendredi, et lundi, nous avons calvaire devant l'ambassade Taïwan pour nous dire, manger, c'est bon cadeau qu'on fait nous. Mais son droit qu'il nous gagne. Et c'est le moyen que le peuple défavorisé a gagné pour te bénéficier dans ça qui dit gouvernement. Entre-temps, ces militants invitent le chef de l'État à prendre toutes les dispositions dans le plus bref délai pour faciliter la reprise des activités au niveau de tous les restaurants communautaires. Emmanuel Mirena depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zomaïti News. Dossier éducation, la Direction départementale d'éducation de l'Ouest, DDEO, a présenté officiellement ce vendredi son plan annuel d'action 2021-2022. Par ce plan, la DDEO entend œuvrer afin d'améliorer la gouvernance et la qualité de l'éducation dans le département. Reportage Pierre Philor Saint-Fleur et Rodney Mable.
Ce plan annuel est le résultat de plus de 2 ans de formation des cadres de la DDEO afin d'assurer la gouvernance et la qualité de l'éducation dans le département de l'Ouest, selon le directeur départemental de l'éducation de l'Ouest, Louis-Fritz Dormainville. Le professeur Dormainville informe que le plan annuel d'action 2021-2022 a été élaboré conformément au plan prévu dans le plan décennal d'éducation et de formation élaboré par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le plan a présenté aujourd'hui, depuis 2 ans, des séances de formation avec des cadres dans toutes les directions départementales, au nombre de 10. L'Ouest c'est là dans tout, nous voyons des cadres, directeurs départementaux, avec 4 ministères là. Question, c'était financé par IEP pour que nous arrivions à monter un plan d'activité annuel. Donc, effectivement, toute la direction départementale a présenté le plan déjà dans le département. C'était l'Ouest qui devait faire ça. Aujourd'hui, pour d'abord faire un diagnostic du département, quels sont les points forts et les points faibles, et ensuite arriver à construire ou bien monter un plan d'activité annuel. Donc c'est peut-être ça nous là. Le plan panneau est tiré du plan d'éducation et de formation 2020-2030. À en croire le directeur départemental de l'Ouest de l'éducation, ce plan est axé notamment sur la gouvernance et la qualité de l'éducation dans le département de l'Ouest. Il s'agit aussi d'uniformiser l'éducation dans le département, question, dit-il, de combattre ce qu'il appelle une éducation à plusieurs vitesses qui se donne dans le pays. Qui a des éléments qui axés sur la gouvernance, accès à la qualité et tout ça, mais nous-mêmes, dans le département, nous sortons en plan que nous considérons comme ensemble et nous tirer des éléments en plan pour nous voir pendant une année qui gens nous agi sur une série d'activités ou bien une série d'éléments que nous trouvons dans plan d'éducation et de formation, tels que comment nous intervenir sur la gouvernance du système. Jean l'école a fonctionné là-haut, que ce soit les écoles publiques et non publiques en particulier, comment une direction départementale a intervenu au niveau d'accréditation de ces écoles. OK? Et aspect qualité, si nous prenons ça par exemple, pour l'élément, l'emploi présenté, comment nous améliorer la qualité? Parce que nous avons dit bouche tout le temps. Mais pour améliorer la qualité, il doit passer par professeur, il faut gagner une formation. Comment dans le département nous avons organisé des formations pour les professeurs? Et il faut passer dans l'école, comment l'apprentissage a fait tout, en termes de matériel didactique, qui ça gagne, en termes d'environnement scolaire, là, comment lié, du point de vue sanitaire, comment ça y est. Donc c'est tout ensemble ça, nous mettons là en plan pour voir pendant une année qui ça nous a fait. Exactement. C'est éducation à plusieurs vitesses. Ça c'est parce que quelque part, il y a un travail qui n'est pas fait. Il y a un travail qui n'est pas fait. Et si on parle de gouvernance système, nous ne pas supposer qu'on l'école à plusieurs vitesses. Et ça fait nous besoin pour gouvernance là en main au niveau de notre département pour que qu'on scelle l'école. À côté de la gouvernance et de la qualité, le plan annuel 2021-2022 est axé spécifiquement sur l'accréditation des écoles, la formation des maîtres, la sanitation et l'environnement scolaire. Pour y parvenir, la direction départementale de l'Ouest dit compter sur le support des partenaires techniques et financiers du ministère et les ressources disponibles au niveau du budget alloué à l'éducation. On a mobilisé toutes les ressources que nous avons gagnées. Il y a des ressources, tout, et partenaires ministère, par exemple UNESCO, pour mettre nous. Donc, qui fait nous avancer, nous dit nous allons avancer avec eux. Et puis, avec ça, nous gagnons au niveau de l'État pour que nous-mêmes, c'est un bel bagage, nous mettons plan ça en application. Et puis, qui tape tout bail. On marche à suivre, quel que soit le directeur qui vient, quel que soit dans le temps, au moins direction départementale, tu travaille bien. En termes de retombées, Louis-Fritz Dormainville dit espérer que ce plan va contribuer à l'amélioration de la performance des écoliers, l'amélioration des résultats scolaires, renforcer la sécurité sanitaire, redynamiser les programmes scolaires au bénéfice des écoliers du pays. Ici Pierre Philor Saint-Fleur et Rodney Aimable à Port-au-Prince. Zoom Haïti News. Célébration ce vendredi 23 avril de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. En cette occasion, la Bibliothèque nationale a organisé une conférence débat avec comme participants le professeur d'université Patrice Dernancourt et le DG de la bibliothèque d'Angelo Néard.
Ils ont respectivement développé les thèmes le respect du droit d'auteur au cœur de l'expansion des réseaux sociaux et bibliothérapie. Comment les livres en prennent soin de nous? Suivez ce compte rendu de Marie-Samuel Charles. Pour marquer la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, la Bibliothèque nationale d'Haïti a organisé ce vendredi une conférence débat autour du thème lecture, droit d'auteur et réseaux sociaux. Il s'agissait pour les responsables de la BNL de conscientiser les participants sur la nécessité de respecter les droits d'auteur dont les œuvres sont exploitées sur les réseaux sociaux, a souligné le directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti, D'Angelo Néard. Depuis n'a parlé de livres, n'a parlé de production de pensée, n'a parlé tout de produit économique. Et un écrivain, il gagne un droit économique des droits d'auteur sur livre. Mais avec expansion réseaux sociaux, en pile monde malheureusement spolié droit en auteur gagné sous production. C'est en ce sens que Maître Patrice de Renoncourt fait en communication pour responsabiliser un ensemble de jeunes qui viennent assister à la conférence là sur nécessité qui gagnent pour respecter droit auteur, les exploiter les œuvres, tout simplement pour auteur qui continuer à produire les œuvres. Intervenant autour du thème « Le respect du droit d'auteur au cours de l'expansion des réseaux sociaux », le professeur d'université Patrice de Renoncourt, spécialiste haïtien en matière du droit d'auteur, a dit souhaiter que les jeunes soient conscientisés sur la question. Il a fait remarquer qu'avec le développement des nouvelles technologies de la communication, il est plus facile pour un jeune d'augmenter son savoir. Par rapport à génération parlant, c'est des gens heureux parce que génération pendant faut te passer toute journée dans bibliothèque pour te faire recherche et pour te capable d'augmenter science. Aujourd'hui, ils ont gagné une multitude de moyens d'augmenter leur science et rapidement. Donc, ne pas parler seulement de livres et que sur dur, on va parler de livres en matière de numérique aussi. Aujourd'hui, on recherche peut-être qu'à prendre une semaine, 2 semaines. Il n'est pas coûtant aux jeunes étudiants, aux jeunes chercheurs, une heure de temps et demi, là, il cliquer, il chercher, il rentre en phrase, et puis il a un paquet de possibilités, il trier, il joue une possibilité là, et puis il fait recherche que le besoin, il fait lecture que le besoin, alors que tant pas moins, et puis il va vous donner. Le directeur de la Bibliothèque nationale, D'Angelo Néard, a lui développé le thème bibliothérapie, comment les livres prennent soin de nous. L'objectif était de faire comprendre aux jeunes que les livres ont cette capacité d'améliorer leur vie et ceci, dit-il, à plusieurs niveaux. Moi-même, D'Angelo, moi, je faire en communication sous bibliothérapie. Bibliothérapie, c'est montrer aux jeunes qui l'ont comme un livre capable de prendre soin de monde, non seulement intellectuellement, émotionnellement, non seulement économiquement, mais tout physiquement. C'est montrer de jeunes qui a impact un roman qui a gagné sur un monde qui est dépressif. C'est montrer de jeunes qui a impact un poème qui a gagné sur un monde qui souffre d'une névrose quelconque, ou bien sur un monde qui est désespéré dans la vie. C'est montrer comment un livre qui a transformé de manière concrète l'état de santé physique au monde. Pour que ça, c'est un que ça. On choisit d'explorer la question, c'est parce que malheureusement, un pile monde dans le pays vivent livre tant qu'on corvée, tant qu'on punition académique, tant qu'on sanction. Mon yo beaucoup vivre on livre pour ça lié vraiment, c'est-à-dire on source de bien-être, c'est-à-dire on objet qu'il a pour lui améliorer l'état de santé au monde. Voici dans quel sens la Bibliothèque nationale d'Haïti a voulu marquer la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. D'Angelo Néard invite les citoyens, les jeunes en particulier, à ne pas négliger la lecture et à choisir des ouvrages traitant de sujets se rapportant à leur centre d'intérêt. Il en a profité pour saluer le travail du Bureau haïtien du droit d'auteur et assure que le processus de numérisation des livres libres de droit d'auteur se poursuit à la BNH. Marie-Samuel Charles, Zoom Haïti News.
C'était la revue de la semaine du journal Le Zoom Haïti News. Restez branchés sur les réseaux sociaux et surtout, informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Au revoir et bon week-end. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout.